Les négociations internationales sur le climat ont tendance à n'aboutir à pas grand-chose. Et à mon avis, c'est parce que elles sont fondées sur des bases qui n'ont pas de sens. Alors on dira, bon, ce cadre de négociation n'a pas de sens, mais il faut être pragmatique. Et à mon avis, c'est pas pragmatique de fonder des négociations internationales sur des bases qui n'ont pas de sens. Et c'est justement ce point que je vais développer dans cette vidéo. Donc, dire pourquoi ça n'a pas de sens et puis proposer une refondation d'autres bases pour ces négociations sur le climat, d'autres bases qui donnent un cadre qui a du sens. Alors, le premier point pour lequel les négociations actuelles n'ont pas de sens, c'est que les engagements ne sont pas contraignants. Et évidemment, ça c'est un gros problème parce que pour la plupart des pays, l'action qu'ils font pour réduire leurs émissions, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça n'a pas tellement d'impact global au niveau du changement climatique. C'est seulement quand on cumule l'action de tous ces pays que ça a un impact global. Alors évidemment, si le pays en question, c'est la Chine, qui est actuellement le premier émetteur de gaz à effet de serre, évidemment que l'action que eux, ils prennent, ça a un grand impact. En tout cas, un impact significatif. Mais si on prend la Suisse, par exemple, on entend souvent dire, oui, il faut qu'on réduise nos émissions de CO2 pour protéger nos glaciers. En fait, si la Suisse réduisait à zéro immédiatement ses émissions de CO2, ça changerait pas grand-chose à l'évolution des glaciers parce que le CO2, c'est pas quelque chose qui reste à l'endroit où ça a été émis, ça se distribue sur toute la surface de la planète, enfin dans toute l'atmosphère de la planète, et, et c'est donc un problème global. Donc, l'avenir du glacier dépend très 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 marginalement des émissions suisses et puis surtout des émissions mondiales. Donc, et ça c'est un raisonnement que peut faire la Suisse, qui est un petit pays, mais même un plus grand pays comme la France pourrait aussi dire pourquoi faire tant de sacrifices alors que nos émissions ont un petit impact sur le changement climatique. Et même l'Union européenne, si vous prenez toute l'Union européenne, ça reste quand même une part, ben, cette fois pas négligeable, mais une part quand même très petite des émissions mondiales. Et, et comme l'action de la plupart des pays, à part les plus gros émetteurs, mais la plupart des pays n'a de sens que si les autres pays font aussi, réduisent aussi leurs émissions, c'est pourquoi les engagements devraient être contraignants. C'est-à-dire, on dit, je m'engage, mon pays s'engage à réduire ses émissions à condition que les autres pays s'engagent aussi. Et on pourrait dire, bon, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une situation où personne n'ose s'engager le premier parce qu'ils savent pas si les autres vont s'engager. Donc là, il y a une solution simple, en fait, qui est connue, c'est de dire, l'engagement devient contraignant que si il y a suffisamment de pays qui s'engagent. S'il y a une masse critique de pays qui s'engagent, alors seulement l'engagement devient contraignant. Donc les pays, les premiers signataires, les premiers à s'engager, ils n'ont pas plus d'engagement que les derniers à s'engager, puisque l'engagement ne serait contraignant qu'au moment où une masse critique de pays se sont engagés. Donc, ça donne une incitation. En fait, ça donne pas, il n'y a pas de désincitation pour un pays à s'engager en premier. Il y a même une incitation parce que finalement, il a le même degré de contraignant que le dernier qui s'engage, mais il a le bénéfice d'avoir été, en termes d'image, d'avoir été un leader s'il est parmi les premiers à s'engager de façon contraignante. Donc voilà, ça me paraît important qu'il y ait des engagements contraignants. Et puis au niveau des modalités, ça devrait être fait d'une façon où les pays s'engagent, mais l'engagement devient contraignant qu'au moment où il y a une masse critique de pays qui s'est engagé. Alors évidemment, il faut définir ce qu'on entend par une masse critique. Ça veut dire est-ce que c'est un certain nombre de pays ou bien est-ce que ça doit correspondre à une certaine proportion des émissions mondiales, disons les émissions cumulées de tous ces pays. Euh, Donc là, il y a un certain nombre de points
définir plus précisément pour la mise en œuvre. Mais là, dans cette vidéo, je donne juste disons les grands de ma proposition pour refonder les négociations internationales sur le climat. Et le premier point, c'est donc des engagements contraignants. Et le, ce qu'on me répondra, c'est qu'en fait, il y a déjà eu des engagements contraignants à une époque, notamment le protocole de Kyoto, et ça n'a pas marché. Donc, en fait, il faut être pragmatique. Les engagements contraignants ne marchent pas, donc on est obligé d'avoir des engagements juste volontaires. Les engagements sont toujours volontaires, c'est-à-dire soyons précis sur ce point. C'est-à-dire quand je parle d'engagement contraignant, personne n'est contraint à s'engager. Ça, c'est pas tellement, c'est pas possible, disons, de contraindre des pays à s'engager. Mais ce qu'on peut dire, c'est que un pays qui s'engage, ensuite, son engagement, il est contraignant. Il a pas le droit de revenir sur son engagement. Comme ça, il est sûr que les autres pays qui se sont aussi engagés de façon contraignante feront aussi leur boulot et que sa réduction des émissions se placeront dans un cadre où les autres pays qui se sont engagés réduiront aussi leurs émissions et puis ça aura donc un impact, l'ensemble de ces actions aura un impact véritable sur le changement climatique. Donc c'est ça exactement ce que j'entends par engagement contraignant. Et donc on me rétorquera que bon, il y a déjà eu des engagements contraignants dans le protocole de Kyoto, mais que ça n'a pas marché. Mais il faut voir pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les États-Unis se sont retirés. Et ils se sont retirés parce que les pays émergents n'avaient aucune contrainte. C'est-à-dire, il y avait des engagements contraignants pour les pays riches, mais les pays émergents n'avaient leurs engagements à eux n'étaient pas contraignants. Euh, et c'était problématique parce que parmi ces pays émergents, ben, il y avait la Chine qui était en passe de devenir le plus grand émetteur de gaz à effet de serre mondial. En fait, en 2006, il est devenu le plus grand émetteur mondial, donc ça fait maintenant presque 20 ans qu'il est le plus grand émetteur mondial. Donc ça faisait vraiment pas de sens de dire voilà au protocole de Kyoto il y a des engagements contraignants mais alors les plus gros là comme celui qui allait devenir le plus gros comme la Chine ben il n'y a pas d'engagement contraignant pour la Chine pour l'Inde et d'autres pays émergents. Donc évidemment, ça n'a pas marché, mais c'est pas parce que les engagements étaient contraignants, c'était parce que c'était pas des engagements qui avaient du sens. C'était pas des engagements justes, disons. Alors maintenant sur la justice de ces engagements, bah, si on prend le point de vue chinois, c'est vrai que la Chine est devenue le plus grand émetteur de gaz à effet de serre de la planète, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en Chine. Donc si on commence à regarder par tête, ils sont toujours pas les plus grands émetteurs de la planète. Donc, la Chine est donc un pays émergent, qui se développe et on comprend qu'ils aient besoin qu'ils ont aussi de consommer plus d'énergie et d'émettre davantage de gaz à effet de serre. Donc, on peut pas non plus dire, ben, la Chine doit être traitée exactement la même chose que les États-Unis, par exemple, ou l'Europe. Ou les pays européens. Donc, donc la question c'est comment on traite ça. Et puis le concept qui est utilisé, c'est le concept de responsabilité commune mais différenciée. Donc c'est une responsabilité commune mais avec des différences. Et la question c'est comment on voit bien qu'il doit y avoir quelque chose de commun dans les engagements des différents pays, qu'ils soient très développés, émergents, pauvres, etc. Mais qu'il doit aussi y avoir des différences. Et conceptuellement, réfléchissons à ça, qu'est-ce que c'est qui devrait être commun et en quoi devraient consister les différences? Alors, à mon avis, ce qui devrait être commun, c'est finalement, il n'y a aucun pays développé ou pauvre ou émergent ou quoi que ce soit qui a le droit, disons, de, de polluer d'autres pays ou de faire du changement climatique dans d'autres pays
afin de pénaliser d'autres pays. Donc aucun pays ne devrait avoir le droit de créer du changement climatique dans d'autres pays. Donc concrètement comme les émissions de CO2, ben, elles restent pas au-dessus du pays, mais elles vont dans toute l'atmosphère de la planète. Ça veut dire qu'un pays ne devrait pas avoir le droit d'émettre d'émettre comme ça du CO2 supplémentaire. Et bah ça on peut pas, on en l'a déjà fait, donc ça a déjà été émis et on continue de l'émettre et on va continuer de l'émettre. Donc la façon de mettre en œuvre ce point d'obligation commune, pour moi, ce serait de dire, à terme, tous les pays, chaque pays devrait capturer tout le gaz à effet de serre qu'il a émis. Enfin, le gaz à effet de serre, il faut distinguer. Il y a le méthane, le CO2. Le méthane, il disparaît de lui-même après un certain temps. Le CO2 a tendance à rester beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère. Donc, on va se concentrer peut-être là pour cette histoire de capturer les gaz à effet de serre qui ont été émis. On va se concentrer sur le CO2 et puis dire il doit capturer. Chaque pays doit capturer tout le CO2 qu'il a historiquement émis. Et, et c'est bon, il y a déjà quelques technologies qui sont en cours de recherche pour capturer le CO2 qui est dans l'atmosphère. Vous imaginez, c'est pas très simple. Donc il y a le CO2 qui est diffusé dans l'atmosphère et il faut quelque part l'aspirer, le capter, le mettre quelque part et le stocker d'une façon qu'on est sûr qu'il va pas retourner dans l'atmosphère. Donc c'est pas simple. La technologie est pas du tout au point. Et techniquement et puis économiquement, ça coûte extrêmement cher. Ça demande aussi beaucoup d'énergie pour faire tourner ces technologies. Donc, en ce moment, c'est pas d'actualité, disons, de capturer le CO2, le gaz carbonique qui a été émis. Euh, Ce qui pourrait arriver avant que ça devienne possible, ça serait quand on utilise par exemple du pétrole et qu'on fait brûler du pétrole, ben dans la cheminée, avant qu'il se soit diffusé dans l'atmosphère, mais quand il est encore dans les gaz de combustion, là de le capturer, c'est déjà un peu plus facile parce qu'il est un peu plus concentré. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qui viendrait dans un premier temps, mais capturer ce qui est dans l'atmosphère de façon à grande échelle euh, et de façon un brin économique, ça c'est pas pour tout de suite. Donc je suis conscient que quand je dis l'engagement commun, c'est que chaque pays devrait s'engager à capturer le CO2 qu'il a émis historiquement, euh, pour qu'au bout du compte ce soit zéro, disons l'émission nette au bout du compte soit zéro. Je suis conscient que je parle d'ici d'une obligation à terme, et puis c'est même à très long terme, au moment où la technologie sera disponible. Mais du point de vue conceptionnel, c'est cohérent, disons. Et je crois que c'est déjà bien d'avoir une base qui soit cohérente. Maintenant, effectivement, si du point de vue pratique, c'est pas faisable, c'est gênant, mais disons, le, le point, c'est que si on arrive à faire un engagement, même à très long terme comme ça, mais qui est crédible, le résultat des courses, c'est que ça va inciter les pays à prendre aussi des engagements à réduire leurs émissions, et à ce moment-là, ils peuvent aussi prendre des engagements, mais à réduire leurs émissions parce que ça va toujours coûter beaucoup plus cher d'extraire, de capturer le CO2 qui est dispersé dans l'atmosphère que d'éviter de le mettre dans l'atmosphère pour commencer. Ça, disons juste, de bon sens comme ça. C'est plus simple de pas mettre, de pas diffuser le CO2 dans l'atmosphère que de diffuser et puis après d'essayer de recapturer et de le mettre quelque part. Donc, cet engagement de très long terme, il aurait des impacts à très très court terme dans le sens qu'il y aurait une incitation à réduire les émissions immédiatement. Et bon, pour les pays qui sont développés, ben, ils sont déjà bien développés, c'est vraiment une incitation à réduire chaque année les émissions par rapport à l'année précédente.
pour des pays qui sont vraiment en train de se développer, eux, ils vont peut-être se dire, ben bon, juste en ce moment, j'ai besoin d'émettre quand même du CO2, mais je le capturerai plus tard. Mais je vais quand même essayer d'être très d'en émettre aussi peu que possible avec mon objectif de quand même de croissance si je suis un pays pauvre, mais mais quand même de pas juste de le mettre sans d'émettre, allez, on y va fort avec le charbon en s'en fichant, en se disant ouais bon c'est pas mon problème, puisque ça sera le pays sait que ce serait son problème parce qu'il aurait à terme il devrait le capturer ce CO2. Donc le capturer à ses propres frais. Donc c'est lui-même, chaque pays doit, qui a émis du CO2 devra à terme capturer à ses propres frais le CO2 qu'il a émis. Donc il y aurait une incitation immédiate à réduire les émissions. Et là, on voit aussi en quoi c'est différencié. C'est-à-dire, ce qui est commun, c'est l'obligation de capturer. Donc, à terme, à très long terme, l'impact, les émissions nettes de CO2 de chaque pays doivent être nulles. Euh, les émissions nettes, pas seulement les émissions de chaque année, mais disons aussi historiques. Et puis, ce qui est différencié par contre, c'est la vitesse à laquelle on fait ça. Évidemment, les pays développés, ben, c'est tout de suite qu'il faut réduire les émissions. Les pays très pauvres qui sont en train de se développer, ben c'est plus tard. Et puis un pays comme la Chine, ben oui, ça devrait pas trop tarder. Ils font déjà pas mal d'efforts, mais ils continuent d'accroître leurs émissions et assez rapidement, ils devraient arrêter. Dans leur propre intérêt, si ils se sont engagés de façon contraignante à, à capturer très long terme, à long terme, toutes leurs émissions. Et donc, vous voyez que cet engagement de capturer à long terme, il remplace pas les engagements aussi, qui devraient aussi être contraignants de réduire les émissions, mais ça les renforce en quelque sorte. Ça donne une base commune avec justement cette différenciation sur la vitesse. Euh, voilà, donc on est ces deux premiers points que je propose pour une refondation des négociations internationales, c'est donc des engagements contraignants et notamment l'engagement de capturer le CO2 émis. Et si je reviens au problème qu'il y a eu avec le protocole de Kyoto, vous voyez que c'est une combinaison là de deux points qui tient compte à la fois des émissions historiques des pays développés comme bah, la Suisse ou l'Angleterre encore plus qui a commencé la révolution industrielle. Donc les émissions historiques des pays développés seraient prises en compte, mais aussi les énormes émissions que font des pays émergents comme la Chine actuellement. Donc ça prend tout en compte. Voilà, ça c'est au fond le premier pilier avec ces deux points. C'est un premier pilier pour les engagements contraignants. Et puis le deuxième pilier, euh, il est basé sur autre chose. Il y a un autre point qui a pas de sens, c'est que les émissions, on dit les pays doivent réduire leurs émissions, etc. Les émissions, elles sont comptabilisées d'après là où c'est émis. Donc, ça veut dire que si la Chine émet du CO2 pour faire de l'acier que la Suisse achète, eh bien, ces émissions, elles sont comptabilisées en Chine alors que c'est pour une utilisation, pour faire quelque chose qui sera utilisé en Suisse. Le consommateur, il est en Suisse. Et ça serait plus juste que que le, ce serait plus juste que ces émissions soient comptabilisées en Suisse plutôt qu'en Chine. Mais, il y a quand même un problème, c'est que comme ces émissions sont produites en Chine, lors de la fabrication d'acier, par exemple, eh bien, c'est les Chinois qui peuvent décider s'ils font ça avec du charbon, s'ils font ça bien, s'ils font ça mal, etc. Et puis la Suisse, le pays importateur, il n'a pas grand-chose à dire sur le sujet. Donc, c'est pour ça que avant
de pouvoir changer la façon dont sont comptabilisées, à qui sont attribuées les émissions, avant de dire on n'attribue plus les émissions là au pays, au territoire là où ça a été émis, mais après la consommation. Donc ça veut dire concrètement, si ça a été émis pour faire quelque chose qui a été exporté puis ensuite donc importé dans un autre pays, les émissions elles vont être attribuées à l'avenir, elles seront attribuées au pays qui a consommé ce produit plutôt au pays qui l'a fabriqué. Donc c'est un point qui devrait faire plaisir aux Chinois, disons. Euh, mais mais ça, ça ne peut être fait que après qu'il y ait une autre modification qui a été faite dans les règles de l'OMC. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui actuellement interdit. Alors c'est pas très clair parce que ces règles de l'Organisation mondiale du commerce, tant qu'il n'y a pas eu un jugement, disons, de la Cour, euh, c'est toujours un peu incertain quelles sont exactement les règles. Et ça, c'est assez incroyable quand même. Les pays signent des règles, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire tant que la Cour n'a pas eu un cas spécifique où il y a eu un litige, et puis a déterminé ce que ça veut dire. Donc, c'est un peu bizarre de signer des accords qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est un premier problème. Mais euh, donc, la situation, c'est que à 100%, c'est difficile à dire parce que la question n'est pas encore passée. Il n'y a pas encore de jurisprudence, disons. Euh, L'Union européenne essaye de mettre des limitations sur certains produits, par exemple sur l'acier, mais sur l'acier, si je me souviens bien, c'est l'acier, si vous, si l'Union européenne importe des tonnes d'acier de Chine, mais pas s'il importe des voitures où il y a de l'acier dedans, disons. Là, ça serait pas, disons, les portes de la voiture sont faites en acier, mais là, cet acier-là ne serait pas comptabilisé dans ce que veut mettre en place l'Union européenne, qui est, c'est pas exactement une taxe sur le carbone, le gaz carbonique, le CO2, qui a été émis lors de la production de ces choses, mais économiquement, ça revient un peu à ça. Euh, donc, c'est de pénaliser un peu ces importations en fonction du gaz carbonique qui a été émis pour les fabriquer. Et là, il y a eu une plainte à l'Organisation mondiale du commerce. Cette plainte, elle n'a pas été pas encore passée par la Cour, donc c'est difficile de dire encore à 100% ce que c'est, mais disons, grosso modo, quand on lit les textes, les règles, c'est plus ou moins interdit de dire, ben, je vous mets une taxe à l'importation en fonction de comment ça a été produit et en particulier de combien d'émissions de CO2 ça a causé dans le pays producteur. Et, euh, et ça, évidemment, il faut, si c'est le pays consommateur, le pays importateur qui va subir les conséquences, enfin, à qui on va attribuer les émissions de CO2 de ces importations, il faut qu'ils puissent dire, ouais, non, mais ça, il y a trop d'émissions de CO2 dans ce truc-là, moi, je veux pas, j'interdis l'importation, ou bien j'accepte l'importation, mais je mets une taxe liée justement aux émissions de CO2, ou je fais un système un peu similaire pour réduire un peu pour que le prix soit plus élevé, puis que ça réduise un peu les importations. Je ne veux pas juste être obligé de, disons, n'avoir aucun moyen d'action contre ces importations, puis après on se voit attribuer euh, les émissions qui ont été faites lors des importations. Donc ces deux choses, vous voyez, j'ai plusieurs piliers. Ce deuxième pilier, il est constitué de deux éléments qui vont ensemble. C'est d'une part cette réforme des règles de l'OMC qui dirait explicitement les pays ont le droit de refuser d'importer des produits dont la production a émis trop de CO2, ils ont le droit de mettre des taxes en fonction des émissions de CO2. Et les pays qui exportent, donc qui ont produit ça, puis qui exportent ces produits, ces pays doivent fournir les informations qu'on sache comment ça a été produit, quelles ont été les émissions de CO2. Ça, c'est la règle, le changement de l'OMC. Et une fois que cette règle aurait été adoptée. Donc, c'est clair qu'on n'est pas en train de se demander, ouais, mais qu'est-ce que dirait la Cour? Mais c'est marqué dans les traités, c'est marqué dans les règles que c'est comme ça, explicitement. Eh bien, à ce moment-là,
on pourrait faire la deuxième, qui serait liée automatiquement. Disons, on aurait décidé que dès qu'on aurait fait ça, eh bien, le lendemain que cet accord-là est conclu de changement des règles de l'OMC, le lendemain où on peut laisser 1 ou 2 ans pour que les pays importateurs puissent vite se faire leurs règles pour limiter l'importation de produits trop intensifs en CO2. Mais enfin, dans un temps relativement court après que les règles de l'OMC aient été ainsi modifiées, eh bien, les émissions de CO2 seraient plus attribuées là où elles ont été émises, elles seraient attribuées d'après la consommation. Et, et ça aurait aussi comme conséquence que maintenant le commerce international, c'est un peu une façon de détourner les objectifs de CO2 parce que les pays développés, ben voilà, ils, ils produisent moins eux-mêmes et puis ils importent d'ailleurs. Et les émissions, elles sont faites ailleurs, donc ils peuvent se dire, ouais, nous on est bon, on réduit nos émissions, mais en fait, c'est parce qu'ils ont délocalisé au fond ces productions pour leur propre consommation. Alors ils n'ont pas délocalisé juste à cause pour réduire les émissions de CO2. La raison principale en général, c'est parce que le prix du travail, il est plus bas dans ces pays, donc ça permet de produire à meilleur marché. Mais il y a quand même aussi le fait que bon ben ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont attribuées au pays. Et ça, c'est une sorte disons, de contournement euh, si les pays qui produisent n'ont pas de contraintes, eh ben alors, ben, simplement, les choses qui émettent beaucoup de CO2 sont produites dans ces pays plutôt que dans les pays développés, qui eux sont soumis à des contraintes, et puis ben, ça change rien aux émissions mondiales. À la limite, ça les augmente, parce que peut-être s'ils étaient faits dans les pays développés, ben, ils seraient pas faits en utilisant le charbon comme énergie, mais quelque chose de moins mauvais pour le changement climatique. Alors que peut-être que ben, en Chine, peut-être qu'ils vont le faire avec du charbon. Donc peut-être même ça fait augmenter les émissions mondiales de CO2. Donc ça, c'est vraiment le commerce international est vraiment quelque chose euh, qui, qui actuellement pénalise l'atteinte des objectifs climatiques. Et par contre, avec ces deux changements, ce serait différent. Et puis, le commerce international, vous voyez, si un pays qui importe peut dire, même pas juste ce qui vient de Chine, on met une taxe de temps parce qu'on pense que si c'est de l'acier chinois, ça a été émis, on a émis tant de CO2 pour produire une tonne d'acier, mais qui peut faire même entreprise par entreprise. Là, il a les données, les informations sur le mode de production de chaque entreprise que la Chine devrait livrer, enfin que les entreprises devraient livrer pour importer je sais pas, en Suisse ou dans l'Union européenne, par exemple. Euh, eh bien, il y aurait une incitation pour ces entreprises à réduire leurs émissions de CO2 quand ils fabriquent donc, ça ferait une incitation à ces entreprises-là. Et par rapport à la situation actuelle, ça inciterait donc à réduire les émissions. Donc voilà, ça c'est le deuxième pilier. Il y a de nouveau deux éléments, vous voyez, c'est comme dans le premier pilier, il y a deux éléments, puis les deux éléments, il faut les prendre les deux, disons, ils vont ensemble, hein, c'est un tandem. Euh, voilà, et maintenant je passe au troisième pilier qui est un peu plus lié à la question de la solidarité internationale. Alors, alors il y a d'abord, la première chose, c'est il y a ces pays qui qui vont subir de plein fouet le changement climatique de façon beaucoup plus euh, dure, pénalisante qu'en Suisse ou en Europe. Euh, et souvent, c'est des pays pauvres euh, qui ont eux-mêmes pas tellement émis de CO2 comparé aux pays développés. Donc, ils sont pas tellement responsables ils sont peu responsables relativement aux pays développés. Là, je parle pas de la Chine, donc je parle de pays vraiment qui sont encore des pays pauvres. Je crois le Bangladesh, par exemple.
des pays pauvres qui sont souvent près de la mer, qui pourraient subir de plein fouet l'augmentation du niveau des océans, bien qu'ils sont dans des pays chauds. Et évidemment que si ça devient un peu plus chaud dans un pays chaud, c'est plus grave que si ça devient un peu plus chaud en Suède. Donc, de la sécheresse, des choses comme ça. Donc des pays qui seraient atteints de particulièrement fort par un changement climatique auquel ils ont eux-mêmes relativement peu contribué. Il me semble que c'est la moindre des choses que les pays sont responsables de ce changement climatique, euh, leur donne de l'argent pour s'adapter à la situation. C'est un peu la moindre des choses, disons. C'est aussi dans la même logique que le premier pilier. Je disais, il y a aucun pays n'a le droit de pénaliser les autres. Bon, ben maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une certaine inertie. Il y a déjà des gaz à effet de serre qui ont été émis. On ne pourra pas les retirer tout de suite. Je dis, cette technologie, c'est une technologie de très long terme. Ça fera des dégâts euh, avant, et même quand on les retire, ça renverse pas le processus immédiatement. Donc ça fera des dégâts, il y aura des dégâts à des pays qui sont pas particulièrement peu responsables de ce changement climatique. Donc ça me paraît tout à fait logique qu'il y ait des dons. Donc financés par un fonds, un fonds qui serait alimenté, bah, c'est logique, hein. C'est logique, c'est par les pays qui ont émis du CO2 et puis en fonction de la quantité de CO2 qu'ils ont émis, disons en fonction de leur responsabilité. C'est le principe du pollueur-payeur. Et puis, cette quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui a été émis, pour être précis, gaz à effet de serre, pas juste le CO2, le gaz à effet de serre qui a été émis, eh ben, ça change chaque année, parce que malheureusement, ça, on continue d'en émettre. Donc, donc il faudrait mettre à jour chaque année ce chiffre, cette quantité, ce chiffre d'émissions passées. Et évidemment, la Chine, chaque année, elle émet davantage, donc elle augmente, sa part dans ce fonds augmenterait chaque année jusqu'au moment où elle, elle commencerait à vraiment réduire ses émissions largement. Donc, euh, donc voilà, c'est dans disons, ce troisième pilier, euh, solidarité internationale. Le premier, j'ose même pas l'appeler solidarité, parce que c'est juste assumer les conséquences de ses actions, disons. C'est des dons pour l'adaptation aux pays en particulier aux pays pauvres, qui ont eux-mêmes très peu contribué au changement climatique, mais qui vont euh, subir de plein fouet euh, les conséquences du changement climatique. Et bon, évidemment, et ça c'est une remarque qui va rester dans les... Je vais avoir trois sous-piliers. Donc ça c'est le premier de ce pilier solidarité. Le premier c'est ces dons-là. Et il y en aura deux autres. Et tout le temps, il faut faire très attention quand on donne de l'argent parce que il faut veiller à ce qu'il soit bien utilisé pour ce pourquoi il est prévu. Il y a des problèmes de corruption, etc. Si ces pays sont pauvres, c'est souvent que les institutions, nos institutions fonctionnent mal, et notamment au niveau de la corruption. Donc, il faut vraiment, il ne s'agit pas juste de donner de l'argent puis faites-en ce que vous voulez. Il faut vraiment ensuite suivre et s'assurer que ça ne tombe pas dans les poches simplement du dictateur en place, mais que ça soit vraiment utilisé pour l'adaptation, dans ce cas-là, au changement climatique. Alors, le premier point, c'est l'adaptation. Le deuxième point, euh, c'est des prêts pour des technologies qui permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça serait bien que les pays pauvres, en développement émergent, que ces pays utilisent d'emblée les dernières technologies et passent pas par, enfin, évite le charbon, par exemple, si c'est possible. Donc, saute cette étape de charbon et passe directement à des technologies qui sont bonnes
pour l'environnement, et en particulier par rapport au changement climatique. Et bon, ben, en général, c'est des technologies qui coûtent plus cher. Alors, si elles coûtent pas plus cher, c'est bien. Alors, il n'y a rien à faire de spécial. C'est dans leur propre intérêt d'utiliser ces technologies propres. Mais souvent, elles coûtent plus cher. Il y a un surcoût. C'est pour ça qu'on utilise des énergies fossiles. C'est pas ça qui coûte moins cher. Euh, Alors, alors ce surcoût, ça serait, si c'est nécessaire, ce serait bien de aider ces pays à les financer. Mais, euh, mais au fond, c'est pour financer soit des produits qu'ils vont consommer eux-mêmes, et puis ça, à la base, chacun doit payer ce qu'il consomme. Donc, finalement, c'est à ces pays-là de financer euh, les choses, la production des choses qu'ils vont consommer, à une réserve près que j'aborde tout à l'heure. Euh, ou bien alors ils produisent des choses pour exporter, mais à ce moment-là, c'est aussi normal que ben ils utilisent des technologies propres et puis si euh, ça augmente le prix du produit, ben les consommateurs ils doivent payer le prix d'un produit propre, disons. Puis si les pays s'engagent à- à réduire leurs émissions. Donc, voilà. Ces technologies, en principe, ça sera la responsabilité du pays de payer le surcoût des technologies propres. C'est pour ça que je propose que ce soit pas un don, mais que ce soit un prêt. Qu'on prête de l'argent. Là, il y a bien distingué du premier sous-pilier qui était des dons euh, pour, euh, pour l'adaptation aux pays pauvres particulièrement exposés au changement climatique. Là, c'est des prêts pour le s- financer le surcoût des technologies propres. Et voilà. Et je disais tout à l'heure, il y a quand même une réserve prêt pour l'idée que ça doit être des prêts plutôt que des dons. C'est bon, il y a toute la question de l'aide humanitaire. Donc, il y a des pays, en principe, chaque pays doit payer sa propre consommation. Mais, bah oui, il y a des pays qui sont tellement pauvres qu'ils ont besoin d'aide humanitaire. Il y a aussi de l'aide au développement. Et bien ça, c'est l'aide humanitaire en général, en principe, c'est des dons. L'aide au développement, ça peut être actuellement, c'est des dons ou des prêts. Et bon, pour une remarque sur l'aide au développement, c'est le problème est souvent ce qui maintient un pays dans la pauvreté, c'est souvent la mauvaise qualité de ses institutions. Et donc, l'aide au développement, c'est pas juste en donnant beaucoup d'argent à un pays qui va se développer, disons. Il faut aussi qu'il améliore ses institutions. Et donc, l'aide au développement, à mon avis, devrait aller en premier lieu euh, aux pays qui modifient leurs institutions de sorte à pouvoir se développer, qui réduisent notamment la corruption. Euh, Et là, le truc auquel il faut faire attention, c'est que si on lie l'aide au développement au fait que le pays qui reçoit améliore ses institutions, il faut pas non plus en profiter pour faire passer ses propres valeurs, disons. Il faut pas que ce soit un prétexte pour y, y lier des exigences qui relèveraient d'un néocolonialisme. Donc pas de néocolonialisme, euh, seulement, ouais. C'est c'est de l'argent perdu ce qui va pas réellement aider au développement s'il n'y a pas les institutions qui sont propices au développement. Mais vraiment être très restrictif dans ce sens, pas exiger trop de choses par rapport à ces institutions, vraiment ce qui est nécessaire pour le développement, mais pas plus, pas faire entrer d'idéologie
ou de souhaits, disons, néocolonialistes. Voilà, donc dans cette partie solidarité, il y avait trois sous-piliers. Le C'est don pour l'adaptation, c'est prêt pour le financer les surcoûts des technologies propres, et puis l'aide humanitaire, ça c'est des dons, et puis l'aide au développement dont je viens de parler. Et voilà. Donc je résume peut-être encore les trois piliers. euh, et disons, l'esprit de ma proposition pour refonder les négociations internationales sur le climat. L'idée, c'est qu'il faut que le cadre actuel de ces négociations, sur plusieurs points, ça n'a pas de sens. Disons, ça n'a pas de sens d'avoir des exigences qui sont pas contraignantes, alors que chaque pays, l'action qu'il fait, il apporte quelque chose que si l'autre pays le fait. Ça n'a pas de sens euh, que ce soit le pays producteur, que les émissions de gaz à effet de serre soient attribuées au pays producteur quand c'est une partie de la production elle est exportée et c'est en fait pour des consommateurs dans un autre pays, etc., etc. Donc il y a des tas de choses comme ça qui ont pas de sens et ce que je propose pour refonder les négociations internationales sur le climat, c'est de les fonder sur ces trois piliers qui font du sens, qui ont du sens. Un premier pilier est constitué de deux sous-piliers. C'est, premièrement, les engagements doivent être contraignants à partir du moment où une masse critique de pays se sont engagés. Et deuxième sous-pilier, un de ces engagements, donc un engagement, ça doit être sur la réduction des émissions, mais il doit aussi y avoir un engagement de capturer à long terme le CO2 émis par le pays, émis historiquement par le pays, et de le capturer donc à ses propres frais. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la réforme des règles de l'OMC et l'attribution des émissions de CO, des émissions à la consommation. Et puis le troisième pilier, c'est ce pilier de solidarité internationale avec les trois sous-piliers dont j'ai parlé. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. C'est une base de discussion. J'ai l'impression qu'il faut vraiment refonder les négociations internationales. Euh, c'est une proposition à discuter, là, mes trois piliers. Euh, Probablement qu'il faudrait réfléchir pour, quand on regarde quelque chose, quand on étudie quelque chose, ça arrive souvent qu'on oublie des conséquences néfastes euh, qui sont difficiles à prévoir. Donc ça, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait étudier. Est-ce que ces trois piliers, est-ce qu'ils auraient des conséquences non voulues, qui apparaissent pas au premier regard, mais qui, qui pourraient être néfastes? Le deuxième point, c'est évidemment, là, je suis pas trop rentré dans les détails de mise en œuvre. Ma vidéo est déjà assez longue comme ça. Euh, mais évidemment, il faudrait dire plus précisément comment les choses sont mises en œuvre. Un point qui devrait être travaillé encore, c'est mm, surtout sur l'engagement à capturer le CO2 émis. Euh, c'est comment faire pour que cet engagement soit contraignant, sachant qu'il est très loin. C'est un engagement qui porte très loin dans le futur. Là, j'avais quelques idées pour, bon, d'abord, si un pays s'engage réellement à ça, il devrait limiter assez rapidement, il devrait faire tout de suite des efforts pour réduire ses émissions. Euh, Sinon, s'il le fait pas, ça veut dire que son engagement n'était pas vraiment contraignant parce que c'est clair que ça coûtera plus cher plus tard à capturer le CO2 qu'à éviter de l'émettre ou réduire les émissions maintenant. Donc ben là déjà on voit si l'engagement est pris au sérieux ou pas. Euh, une autre chose, c'est qu'on pourrait imaginer de le mettre en comptabilité nationale en tant que dette.
enfin, des provisions pour financer ça. Alors c'est difficile à l'avance de savoir exactement combien ça coûte, mais c'est un chiffre déjà dans la comptabilité nationale. On le voit dans la comptabilité nationale, on le voit euh, donc au Parlement, ça prend plus de poids, c'est plus immédiatement présent, disons. Et pour le rendre encore plus immédiatement présent, je pourrais imaginer qu'il y a aussi une obligation de commencer à financer le fonds à alimenter le fonds qui financera la capture du CO2. Euh, donc voilà, là aussi, si chaque année il faut commencer à mettre un peu d'argent dans ce fonds, ça passe au Parlement, la quantité d'argent qu'il faut mettre, etc. Et ça le rend aussi plus présent. Donc voilà, peut-être vous avez encore d'autres idées pour rendre plus crédible cet engagement. Mais voilà, c'est celle que j'avais. Et, et ensuite, il y a aussi la question, là je suis en train un peu de répondre maintenant je vais répondre pour finir cette vidéo à quelques objections qu'on pourrait faire à ma proposition. Donc la première, c'est la crédibilité de l'engagement de capturer le CO2, là je viens d'en parler. Le, un deuxième, c'est par rapport à l'OMC. On pourrait dire, enfin, le couple, le deuxième pilier, OMC, et puis attribution des émissions à la consommation. Euh, on pourrait dire, ouais, mais les pays, est-ce qu'ils vont être d'accord de signer ça? Et j'ai l'impression que un pays comme la Chine ou les pays émergents, ben, eux, ils ont peut-être pas trop envie que les pays développés puissent bloquer leurs importations, puissent mettre des taxes ou l'équivalent de taxes sur leurs importations. Mais si les émissions leur sont plus attribuées, j'ai l'impression que c'est quand même un gros bénéfice pour eux. Surtout s'ils ont accepté le premier pilier qui implique notamment de capturer à terme les émissions. Donc, je crois que ces pays émergents, ils seront tout contents de cet accord. Bon, ils doivent accepter ces nouvelles règles de l'OMC. C'est seulement à partir de là que c'est seulement les gaz à effet de serre émis à partir de là, ils seront attribués aux pays consommateurs. Donc, ils vont accepter ces nouvelles règles, mais ces règles sont vraiment logiques, disons, si c'est attribué aux pays consommateurs. Et en contrepartie, ils n'auront plus ce fardeau de capturer les émissions qui sont associées à ces exportations. Ça, c'est les émissions qui seront attribuées aux pays importateurs. Donc, je pense que les pays émergents devraient pouvoir accepter ça. Le plus difficile, c'est pour les pays développés qui pourraient dire, bon, la situation actuelle, elle nous convient en fait pas trop mal, euh, puisque, ben voilà, on importe l'acier de Chine et puis les émissions sont attribuées à la Chine. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quand même, quelque part, ça tient pas la route, disons. Et quelque part, ça tient la route dans le sens que c'est clair, c'est logique que les émissions soient attribuées aux pays où il s'est émis, parce que c'est eux qui peuvent choisir la technologie pour réduire ces émissions. C'est eux qui ont une maîtrise de l'ampleur de ces émissions. Mais d'un autre côté, c'est pas logique parce que si si c'est émis pour faire un produit qui est consommé ailleurs, c'est celui qui a consommé qui devrait porter le poids de ces émissions. Donc un jour ou l'autre, il y a quand même cette épée de Damoclès qu'un jour ou l'autre, un pays vienne dire, ouais, non, mais en fait, un pays, et je pense notamment à la Chine, ouais, mais toutes ces émissions que j'ai fait dans le passé, en fait, c'était pour vous, c'est pas les miennes en réalité. Et en particulier si c'est la Chine qui deviendra la première puissance mondiale et puis qui vient dire ça, il risque de vouloir l'imposer aux autres pays, notamment à l'Europe et aux États-Unis, à l'Amérique du Nord, et de dire voilà, bah ça c'est pas mes émissions, c'est les vôtres. Et il y a peut-être un intérêt, disons, dans l'immédiat, les pays développés peuvent se dire, ouais, la situation actuelle nous convient bien, mais il y a peut-être un intérêt aussi de leur côté de dire, ouais, ouais, non, mais on voit bien que c'est pas vraiment correct, euh, et on est d'accord de faire ce changement
à l'avenir nous les attribuera, mais c'est seulement à l'avenir, ce sera pas rétroactif. C'est seulement les émissions à partir de la date où les règles de l'OMC auront été changées. Et puis, ben, les règles de l'OMC auront été changées, c'est-à-dire que nous, on aura aussi une certaine maîtrise, donc on ne pourra pas décider quelle technologie est utilisée en Chine, mais on aura une certaine maîtrise sur les importations. Euh, voilà. Je répondrai aussi on va me dire, ouais, l'OMC, c'est quoi cette histoire? Ça n'existe plus. Est-ce que vous avez vu Trump, les droits de douane qu'il met de façon unilatérale? On voit bien que l'OMC n'existe plus. Je pense que, enfin j'espère, que cet épisode des droits de douane de Trump est un épisode transitoire et que j'espère, pour commencer, que la Cour suprême américaine mettra un terme à la façon anticonstitutionnelle par laquelle Trump a modifié les droits de douane de façon unilatérale et qu'on reviendra après cet épisode, on reviendra au multilatéralisme de l'Organisation mondiale du commerce et que donc ça redeviendra pertinent parce que je comprends qu'on me dise maintenant, mais je veux pas entendre parler de l'OMC, des règles de l'OMC, de toute façon, elles sont pas respectées. Euh, Elles sont pas respectées depuis l'arrivée, le deuxième mandat de Trump. Mais je pense que c'est quelque chose de transitoire et que ça peut être justement un bon moment pour réviser ces règles de l'OMC. Il y a de toute façon d'autres choses qui vont devoir être révisées parce que, euh, disons, ce que fait Trump en ce moment, ça va pas. Donc il faudra de toute façon réviser ça pour empêcher un pays unilatéralement de faire ce que Trump fait. Et il y a une question, la Cour, la Cour qui est censée à l'OMC régler les litiges, elle est un peu mise hors service parce qu'il manque des juges. Il manque des juges un peu parce que les Américains bloquent la nomination. Voilà, il faut empêcher un pays de d'empêcher un pays de bloquer la nomination, ce qui bloque la Cour et ce qui bloque la gestion des litiges, disons. Euh, donc il y a d'autres modifications à faire à l'OMC et ça serait dans ce cadre-là peut-être une bonne occasion de modifier les règles dans le sens que j'ai dit. Voilà. Bon, si vous avez d'autres objections, c'est possible. Donc là, c'est une réflexion personnelle. Je vous la soumets. Je pense qu'il faut réfléchir sur le sujet. Je pense qu'il faut. Ce qui me paraît clair, c'est qu'il faut changer le cadre des négociations internationales sur le climat. C'est une proposition, matière à réflexion. Voilà. Si vous avez des commentaires, des critiques, euh, euh, des réponses éventuellement à des critiques, ça serait une bonne chose. Et moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'il y ait une discussion qui émerge là-dessus. Donc, si vous pouvez diffuser aussi cette vidéo, je sais qu'elle est maintenant vraiment un peu longue, mais si vous pouviez quand même la diffuser, dire ce que vous en pensez, peut-être résumer les points. Si vous envoyez un tweet ou quelque chose sur Facebook ou un email à vos amis, que vous disiez vous-même ce qui vous paraissait intéressant, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas peut-être, ou ce qui vous paraît problématique, irréaliste. Vous pouvez tout à fait faire vos commentaires, ou si vous pouvez faire des commentaires en dessous de cette vidéo. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce soit discuté. Euh, le principe général de modifier le cadre euh, des négociations internationales, mais aussi spécifiquement mes trois piliers avec leurs sous-piliers. Et puis ces discussions, j'aimerais notamment qu'elles aient lieu en Suisse. Et au fond, mon rêve, ce serait que la Suisse organise une COP, propose une COP pour discuter sur une telle base. Alors, je ne dis pas exactement les trois piliers avec les sous-piliers que j'ai proposés. Disons, il y aurait une discussion, il y aurait, au minimum, ce serait les modalités d'application seraient précisées. Au moins ça, peut-être que ben oui, peut-être que on voit des choses qu'on peut améliorer. Euh, Peut-être que ce serait assez différent de ce que je viens de proposer et que cette proposition serait juste une amorce. Mais disons, ce que j'aimerais, c'est que la Suisse, ils ont
qui a eu cette réflexion sur comment changer le cadre des négociations internationales sur le climat, que la Suisse propose une COP consacrée à négocier c'est un nouveau cadre. Et voilà, et qu'elle propose qu'il y a donc un COP qui se fasse en Suisse pour négocier un nouveau cadre. Et je pense que ce serait une bonne occasion aussi de changer le cadre disons, de cette COP, disons, de faire quelque chose qui soit un peu moins pour le spectacle, un peu plus pour les résultats, qui coûte moins cher. Ça serait assez dans l'esprit suisse aussi de faire des trucs qui coûtent moins cher. Et puis où il y a moins d'émissions de CO2 aussi avec tous ces gens qui travaillent, qui voyagent pour euh, venir au lieu où a lieu la conférence. Il pourrait y avoir moins de gens qui se déplacent, plus d'utilisation disons, d'Internet, de vidéoconférences. On peut impliquer beaucoup de gens, mais peut-être plus de gens qu'actuellement. Euh, aussi plus de gens qu'actuellement, mais par vidéoconférence, pas avec tout le monde qui se déplace par avion pour venir au lieu de la COP. Euh, donc voilà, ça pourrait être d'abord ce serait pour négocier un nouveau cadre pour les négociations internationales sur le climat, mais ça pourrait être l'occasion de montrer un nouveau style de COP, avec moins de spectacles et espérons-le, davantage de résultats. Mais laissez un commentaire. Je suis vraiment très intéressé très curieux de savoir ce que vous en pensez.